Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Ils manifestent contre la fermeture des CHAM, les classes à horaires aménagés pour la musique. Le collectif Sauvons les CHAM a profité de la fête de la musique pour contester la décision de l'agglomération. Nous y reviendrons dans ce journal. Réparer des vélos pour se réinsérer, c'est ce que propose l'association Vélo Solidaire à des jeunes en difficulté. Vous découvrirez ce service qui emploie 12 personnes. Les parents d'élèves sont en colère contre la fermeture des CHAM à Cergy, les classes à horaires aménagés pour la musique. Elles permettent à des enfants de tous horizons d'avoir accès à l'éducation musicale et gratuitement. Le collectif Sauvons les CHAM s'est manifesté sur la place des Arts lors de la fête de la musique pour contester la décision de l'agglomération de les supprimer à la rentrée 2018. Nous les avons suivis dans ce reportage. Derrière ces sourires se cache une réelle colère. Ces enfants font tous partie des CHAM, classes à horaires aménagés pour la musique à l'école du chemin Dupuis de Cergy. Des classes qui permettent aux élèves de pratiquer gratuitement la musique sur le temps scolaire, mais qui risquent de fermer à la rentrée 2018 sur décision de l'agglomération. À l'occasion de la fête de la musique, plus de 70 membres du collectif Sauvons les CHAM, composé de parents d'élèves, ont manifesté sur la place des Arts pour protester contre cette décision. C'est vraiment en fait un combat qui est important pour les enfants, pour la future génération des Cergysois, et on tient vraiment en fait à ce que cet outil d'accès à la musique pour tous soit pérennisé. Si le collectif est en colère, c'est aussi parce qu'il juge que l'agglomération a pris sa décision de manière arbitraire, sans concerter ses élus, ni les parents, ni les enseignants concernés. Les CHAM sont également une passerelle pour intégrer le conservatoire. Si elles ferment, ils craignent que les inégalités sociales se fassent ressentir. On va avoir une vraie injustice sociale en fait au sein du conservatoire. Ne pourront être diplômés que ceux qui auront les moyens de se payer l'inscription au conservatoire, à savoir 300 € par an par enfant pour le premier cycle. Aujourd'hui, c'est un système qui permet aux familles qui n'ont pas les ressources matérielles et financières de s'offrir ce parcours diplômant au conservatoire, de pouvoir faire sur le temps scolaire et de pouvoir détecter en fait de vrais talents dès l'école primaire. Cela fait plusieurs semaines que le collectif multiplie les actions. Leur pétition a déjà récolté plus de 3000 signatures. De son côté, l'agglomération n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Elle se défend en expliquant que cette fermeture sera progressive et n'impactera pas les élèves qui ont commencé leur cursus. Lui aussi est en colère. Arnaud Bazin, le président du conseil départemental du Val d'Oise, a poussé un coup de gueule vendredi matin. Il a profité de la séance plénière mensuelle pour déplorer une nouvelle fois l'explosion du nombre de mineurs étrangers accueillis dans le Val d'Oise. Selon lui, le département n'est plus en mesure de les accueillir dans de bonnes conditions. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Angélique Boilet et Adèle Latour. Depuis quelques années, il y a une croissance extrêmement forte de jeunes isolés étrangers qui arrivent sur notre territoire dans le cadre d'une filière organisée. C'est un business, ce ne sont pas des jeunes qui viennent de pays en guerre pour l'essentiel, mais de pays où se sont organisées des filières, où l'on paye très cher pour faire entrer des jeunes en Europe et notamment en France. Parce que quand ils arrivent mineurs sur notre territoire, ils sont pris en charge automatiquement par décision de justice, par les départements. Ce budget a considérablement cru, de quelques millions d'euros il y a 5 ou 6 ans, nous sommes arrivés à 26,6 millions de prévisionnel de dépenses cette année. Il faut déjà que le problème soit réglé au niveau national. Les dispositifs d'aide sociale à l'enfance des départements ne sont pas dimensionnés pour cela et ça n'est pas au contribuable départemental d'en assurer la charge. Créé en 2010 par l'association Vélo Solidaire, Vélo Service a déjà accompagné plus de 150 personnes dans leur parcours d'insertion. Cet atelier permet aux jeunes en difficulté de pouvoir se réinsérer dans la vie active. Situé à Cergy, le service compte en ce moment 12 salariés en insertion envoyés par des éducateurs de rue. Reportage de Justine Lopez et Massicilia Aboudou. Claude est en réinsertion. À 19 ans, il répare des vélos depuis 6 mois sur ce chantier d'insertion à Cergy. Comme lui, ils sont 12 salariés encadrés par des formateurs. Issus du service de prévention de l'association Sauvegarde 95, ces jeunes n'avaient aucune qualification en mécanique. Ce chantier d'insertion est un tremplin pour leur avenir professionnel. Le but
ensuite, pour les salariés, donc, ça va être déjà d'avoir une situation stable avec un encadrement qui va être là. Donc des choses toutes bêtes de se réveiller le matin pour être à l'heure au travail. Ensuite, respecter les consignes qui sont données. Et puis également, ça va être une confiance en soi, le travail du savoir-être et du savoir-faire. Sans diplôme pour la plupart, ces salariés travaillent 26 heures par semaine. Une durée adaptée pour ces jeunes qui va leur permettre de reprendre goût au travail. C'était pour me remettre en condition de travail, quoi. Parce que ça faisait un certain moment que j'avais pas travaillé. Du coup, je me remets en condition de travail pour ensuite travailler dans la branche que je veux. Et tu souhaiterais faire quoi après? L'installation thermique. Grâce à son emploi au sein de Vélo Service, Claude a gagné son indépendance. Je suis parti de chez moi et j'ai pu prendre un appart tout seul, quoi. Respect des horaires et de la clientèle, réinsertion sociale, ces ateliers d'insertion sont une réelle opportunité pour leur avenir. Une méthode qui fonctionne pour une partie d'entre eux. On va avoir un taux de réussite, un taux de reclassement de personnes qui va être de 1 sur 2. Et on revoit régulièrement d'anciens salariés qui ont été très satisfaits du passage de chez nous, pour mettre à plat leur situation qui était un petit peu compliquée. Et ensuite avec une situation un petit peu plus stable par la suite. Les jeunes de ce chantier ne peuvent pas rester indéfiniment à Vélo Service. Leur contrat est de 4 mois, reconductible jusqu'à 2 ans maximum. C'est la fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Plus de 3000 personnes ont signé la pétition contre la fermeture des classes musicales qui permettent à tous les élèves de primaire d'apprendre la musique gratuitement à l'école du Chemin du Puy à Cergy. Ils ont profité de la fête de la musique pour contester cette décision prise par l'agglomération qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Merci d'avoir suivi ce journal et n'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. La Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, c'est le passage obligé de millions de touristes en visite à Paris. Mais Paris, c'est aussi ces petites adresses plus confidentielles, comme cette brasserie ou ce disquaire. Ce sont ces lieux qu'Anne veut faire découvrir aux touristes. Il y a 1 an, elle lançait son guide alternatif, baptisé Indie Guide, une application mobile qui recense 50 lieux atypiques et underground de la capitale. Quand on partait, on se disait toujours que ce serait hyper chouette d'avoir un guide qui mettrait en valeur des petits lieux comme les lieux qu'on aime quand on voyage, des petites librairies, des petits disquaires, des petits lieux pour voir des concerts. Mais nous, dans le routard, il manquait justement ce petit piment en plus d'avoir des petits lieux sympas qu'on trouve justement pas dans le routard. Je pense que quelqu'un qui part en voyage, il va forcément prendre un guide de voyage classique. Mais avec Indie Guide, ça va lui faire un petit complément pour s'il s'intéresse à la scène artistique, à la scène culturelle, aux petits lieux de créativité, etc. Ça va lui faire un petit complément pour découvrir cette facette de la ville. Depuis son lancement, Indie Guide s'est décliné dans 13 autres villes du monde entier. Chaque mois, un nouveau guide est réalisé. Chacun d'eux est l'œuvre d'un artiste, révélant ses endroits préférés dans sa ville. Le guide de Berlin, par exemple, il est écrit par un photographe. Le guide de Tokyo, il est écrit par une musicienne expérimentale. Le guide de San Francisco par une musicienne plus dans les sphères folk, pop. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un sur place qui connaît bien la ville, qui connaît bien la scène artistique, la scène alternative et qui va pouvoir donner ses recommandations de lieux. Donc c'est une sélection qui est forcément très subjective dans sa sélection, mais de manière générale, il y a un background très fort autour de la musique sur tous les guides. Donc ça, c'est un gros fil rouge entre tous les guides. Si vous voyagez et voulez sortir des sentiers battus, comptez 2 € pour un guide constamment mis à jour. Avec le succès grandissant de l'application, Indie Guide pourrait prochainement être publié en version papier. L'escalier est étroit, mais la montée en vaut la peine. 150 de marche pour vous offrir une vue imprenable sur Paris et sa région. Nous sommes à Montmorency, dans le clocher de la collégiale Saint-Martin. Construite sur un éperon rocheux, cette église offre un panorama unique à 360 degrés sur toute la région. Ouvert à la visite depuis 1 an, le clocher ne peut accueillir qu'une dizaine de visiteurs à la fois. La visite se fait donc par audioguide.
Les visiteurs sont accompagnés d'un casque et puis d'un petit lecteur MP3 comme ceci qui leur permet d'avoir un commentaire. Alors pourquoi une visite audio guidée? Tout simplement parce que le lieu ne se prête pas à une visite guidée ordinaire, c'est un lieu assez étroit et donc on a besoin de laisser les gens en autonomie aussi et puis c'est plutôt pas mal parce que ça permet un peu de laisser contempler cette magnifique vue. La construction de la collégiale actuelle commence en 1515. Sous Guillaume de Montmorency. Elle n'est à l'origine qu'une chapelle familiale destinée à être le lieu de sépulture de l'une des familles les plus riches du royaume de France, les Montmorency. Anne, le fils de Guillaume, achèvera la première partie des travaux de l'église. 14 vitraux datent de cette époque. Ils ont été posés sous la période de construction qui a été initiée par Guillaume de Montmorency, qui est représenté sur ces vitraux avec ses enfants, sa femme bien sûr, hein, ses enfants et puis des cousins, alors soit du côté de sa femme, soit de son côté à lui. En tout cas, chaque donateur en fait est représenté après sur les vitraux qu'il a financés. La construction de la collégiale va s'étaler sur près de 500 ans. Elle ne sera véritablement achevée qu'en 1910, après l'édification du portail et du clocher. Pour l'occasion, un immense vitrail est créé pour la verrière. Il raconte un des épisodes de la bataille de Bouvines, gagnée en 1214 par le roi Philippe Auguste. Il est important ce vitrail pour la famille des Montmorency. Pourquoi? Parce qu'à cette bataille, Mathieu II de Montmorency, donc l'ancêtre d'Anne de Montmorency notamment, il s'est illustré par un fait militaire d'importance, puisqu'il va confisquer 12 bannières à l'ennemi pour les rapporter au roi Philippe Auguste. Donc c'était vraiment un proche du roi et il va vraiment s'illustrer par ce fait militaire. Et c'est ce qui va lui donner le droit de rajouter 12 alérions supplémentaires à son blason, au blason familial, donc qui va afficher la gloire, cette gloire militaire. La visite du clocher ne se fait que sur réservation à l'Office du tourisme de Montmorency. La visite est audio guidée et vous coûtera seulement 2 €.